Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire qui s'intitule Mieux construire son budget pour obtenir des subventions. Nous vous remercions tous et toutes d'être présents ce soir. Et pour répondre à une question qui est déjà dans le chat, non, nous ne vous voyons pas. Par contre, nous espérons que vous nous entendez bien maintenant. Avant de passer la parole donc ce webinaire sera animé par Alban Moutier, qui est le trésorier de la Fédération française Sport pour tous, qui est en visio avec nous. Bonsoir à tous. Isabelle Tahil, qui est conseillère technique fédérale dans le pôle accompagnement territorial et qui est responsable du dispositif projet sportif fédéral. Et moi-même, conseillère technique, pareil, dans le pôle accompagnement territorial. Avant de démarrer ce webinaire, quelques petits principes. Donc, vous allez recevoir automatiquement le replay après le webinaire sur l'adresse avec laquelle vous vous êtes inscrit. Et vous pourrez également retrouver l'ensemble des webinaires ainsi que les supports de présentation sur le site internet de la Fédération Sport pour tous. Donc normalement sur votre écran, sur votre droite, vous devez avoir un écran qui intègre le chat sur lequel vous nous dites tous bonjour, bonsoir, merci. Et puis une rubrique questions et nous aurons une rubrique sondage tout à l'heure puisque nous utiliserons celui-là. Nous allons faire ce webinaire en 3 temps et puis je pense à la fin de chaque temps, nous vous laisserons des questions. Nous essaierons de répondre à vos questions s'il y en a sur chacun des temps. Nous avons à peu près 1 heure à passer ensemble, donc encore une fois, merci d'être nombreux et présents ce soir. Nous allons démarrer tout de suite. Du coup, non, présenter le programme. Par la présentation effectivement du programme. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera un webinaire qui soit en 3 parties. Une partie de rappel sur les obligations comptables. Une deuxième partie un peu plus spécifique sur les budgets et notamment le budget prévisionnel des associations. Et puis le budget des actions que vous aurez à présenter dans le cadre du PSF, du projet sportif fédéral. Une troisième partie avec des rappels sur les grands principes et puis nous vous présenterons quelques budgets que nous avons pris dans les dossiers PSF de l'année dernière qui nous ont un petit peu posé question. Et puis nous terminerons bien sûr avec des questions s'il y en a. Je vais passer tout de suite la parole à Isabelle. Merci Cécile pour cette introduction et bienvenue encore à toutes et tous pour ce webinaire. Donc, comme le disait Cécile, ce webinaire va vraiment être focus sur les aspects budgétaires et comment mieux préparer ces demandes de subventions, notamment dans le cadre du projet sportif fédéral. Il y aura un autre webinaire, donc vous pouvez noter le 11 mars, dédié spécifiquement à la campagne de subvention projet sportif fédéral, comme on le fait chaque année avec les actions éligibles, le calendrier, etc. Donc, on verra le 11 mars et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur toutes les questions finances et budget. Alors, pourquoi ce webinaire? Tout d'abord, pour répondre à une demande des structures, des associations, clubs et comités sur cette thématique. Donc, ça fait déjà 4 ans que la Fédération française Sport pour tous mène les campagnes PSF, donc depuis que l'Agence nationale du sport attribue chaque année une enveloppe. Et ce dispositif-là, donc de subvention, est vraiment un prétexte aussi pour pouvoir accompagner les structures et à répondre à des besoins sur des thématiques spécifiques telles que les budgets. Donc, c'est vraiment l'occasion ce soir pour nous de vous donner des clés, des astuces pour vous accompagner au mieux et vous aider à structurer des budgets dans le cadre des demandes de subventions. Et puis, comme on le disait, pour pouvoir anticiper vos projets et préparer au mieux la campagne PSF qui arrive très prochainement.
Donc, on espère qu'on répondra à l'ensemble de vos demandes et de vos questions et qu'on vous donnera des astuces pour pouvoir vous aider au mieux. Et on restera bien évidemment disponible après le webinaire. Vous pourrez nous joindre s'il y a besoin de plus, bien évidemment. Merci Isabelle. Alban, du coup. Oui, donc moi, je vais faire mon rôle de trésorier et je vais vous rappeler quelques règles comptables parce que dans les associations que nous gérons tous, nous avons des droits mais aussi des obligations. Et la partie comptable est une des plus complexes parfois à prendre en compte pour des bénévoles, mais on va repasser sur quelques étapes. Je te laisse passer sur la... Voilà. Donc déjà, une comptabilité, pourquoi faire? C'est vrai qu'on peut se dire, alors après, selon la taille de l'association, la question se pose entre une association qui a 10 écritures comptables par an et une grosse association qui aurait plus de 1000 écritures, on peut se poser quelques questions. Cependant, en France, il y a une autorité des normes comptables qu'on appelle l'ANC qui a établi, par exemple, en décembre 2018, comment doit être établi le plan comptable d'une association. Donc, on sait qu'il y a 8 classes comptables et parfois, c'est vrai que ces choses-là sont un peu plus complexes à appréhender. Maintenant, c'est quand même une obligation et cela pour avoir un langage commun. Ça veut dire que normalement, si une personne, une autorité, des partenaires ou autres regardent votre compte de résultat et votre bilan, il doit pouvoir comparer deux associations avec les mêmes documents. Aussi, avoir une comptabilité, ça permet de démontrer la non-lucrativité de l'association. En cas de contrôle URSSAF, impôts, etc., c'est la première chose qu'on va vous demander. Et c'est aussi une obligation statutaire dans beaucoup de statuts associatifs, en tout cas dans les statuts types de la Fédération Sport pour tous. Il y a l'obligation d'établir un bilan, un compte de résultats et des budgets prévisionnels qui doivent être soumis souvent au comité directeur ou en tout cas au conseil d'administration tel que prévu par les statuts. On va passer à la suivante. Juste une petite intervention. Vous entendez bien à la fois Monsieur Moutier et nous? Juste peut-être 1 ou 2 pouces. Oui. Oui. D'accord. Merci. Ça doit être Isolde qui a un souci avec sa connexion alors. Ouais. Parfait. On peut continuer, Alban. Merci. Je ne parle pas Alban. trop vite ou autre. Voilà. Donc, en tant qu'association recevant des financements publics, il y a aussi d'autres obligations. Donc, suivre un objectif d'intérêt général, c'est-à-dire que l'argent que vous percevez de fonds publics doit aller au projet de l'association et pas à des projets personnels ou autres. Ça, on s'entend tous là-dessus. Garantir une transparence de gestion et un fonctionnement démocratique. Encore une fois, au niveau en tout cas comptable, et au niveau statutaire, avoir des documents comptables, alors j'ai un écho, avoir ces documents vous aidera à prouver cela. Dans une association, vous avez une obligation une fois par an de faire un compte de résultat, un bilan. Alors, selon les associations, vous allez avoir des comptes de résultats faits soit en année civile, soit en année sportive. À savoir qu'à la Fédération Sport pour tous et aussi avec beaucoup de partenaires, on préconise maintenant les années civiles parce que généralement les subventions sont faites en année civile, mais c'est pas une obligation. En tout cas, le bilan, voilà, ce sera une image de l'association à une date. À vous de la choisir en cohérence avec vos partenaires ou autres entre le 31 août et le 31 décembre. Présenter un budget prévisionnel à votre AG, donc budget normalement, statutairement, qui doit être soumis avant à validation de votre comité directeur. C'est là où les élus se mettent d'accord sur le budget. Et bien entendu, dans le cadre, par exemple, du plan sportif fédéral, vous devez rendre compte de l'utilisation des fonds publics et avoir une comptabilité vous permettra beaucoup plus facilement de le faire. Alors, il y a plusieurs types de comptabilité. Celle qui est obligatoire, c'est la comptabilité
générale. Ça veut dire, pour ceux qui maîtrisent un petit peu, les comptes de classe 6, de classe 7 qui sont complétés. Maintenant, vous, en tant que dirigeant, on peut choisir, surtout sur les associations qui ont un peu plus, on va dire, d'écriture que les autres, de dire que pour chaque écriture, on va lui donner un code analytique. Alors, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à une section de l'association, etc., où on veut un peu séparer. Mais la comptabilité analytique, c'est vraiment une comptabilité de gestion. L'obligation pour vous, c'est d'avoir une comptabilité générale. C'est là que on enregistre toutes les opérations. C'est-à-dire qu'une autorité qui viendrait contrôler votre association, généralement, elle ne vous demande rien par rapport à l'analytique. C'est plutôt au niveau général. Et on va la développer. Par exemple, nous, à la fédération, pour vous donner un petit exemple, qui est quand même une association où on a beaucoup d'écriture, on a une 50aine de comptes analytiques. Par contre, dans une petite association qui aurait, par exemple, trois sessions trois sections, par exemple, tennis, gym, etc., il pourrait avoir que 3 comptabilités analytiques. Là, je vous ai mis à l'écran donc une comptabilité générale, une comptabilité analytique. Alors normalement, là, comment dire, vous nous excusez, mais normalement, les chiffres doivent être au niveau du total les mêmes. Cependant, là, c'était 2 exemples. À droite, vous avez la comptabilité générale. Donc là, on retrouve tous les comptes de classe au niveau du compte de résultat de classe 6 et de classe 7. Et à gauche, vous avez en fait la même chose, mais là où on parle plus par section, vous voyez yoga, Zumba adulte, etc. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes les écritures qu'on a mis de la comptabilité générale, qu'on va regrouper par projet. Donc là, on peut passer. Merci, Merci Alban pour ces éléments un peu généraux qui nous semblaient importants de rappeler dès le départ. Avant de passer à la partie suivante, on vous propose un sondage auquel vous aurez à participer, qui devrait afficher ou pas. Qui devrait s'afficher sur votre droite. Alors, on va essayer de... Oui, voilà. Est-ce que vous l'avez vu apparaître? Normalement, oui. Donc, est-il obligatoire de prendre la tâche d'un commissaire aux comptes dans une association? Donc, on vous laisse une petite minute pour répondre. Si vous avez... Ah mince, soumettre le vote. Non. Je suis pas là dessus. Donc, la réponse à cette question, Alban? Eh ben, ça dépend. Ça dépend de la taille de l'association. On va dire que les associations, on va dire petites associations de villes, etc., généralement ne sont pas soumises à commissaire aux comptes. On va dire une règle générale, c'est que si vous percevez plus de 153 000 € de subventions publiques sur l'année, vous avez l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. À savoir qu'un commissaire aux comptes, c'est quelqu'un qui est désigné donc par le comité directeur de l'association et qui est approuvé après en assemblée générale. Mais quand vous prenez un commissaire aux comptes la première année, vous devez signer un contrat avec lui pour les 6 prochaines années, pour 6 ans. Mais même si les années suivantes, vous n'êtes pas soumis à commissaire aux comptes, vous aurez l'obligation pendant 6 ans de l'avoir avec vous. Mais voilà, la règle générale, c'est plus de 153 000 € de subventions publiques. Donc voilà, si vous êtes au-dessus, vous avez l'obligation. Si vous êtes en dessous, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Et donc, Arnaud Anquetin qui nous dit qu'il perçoit que 152 000 € de subvention avec un ouf. À savoir qu'un commissaire aux comptes, c'est quand même quelqu'un qui vient surveiller quelque part que tout est fait correctement sur votre association, mais c'est pas non plus un contrôle URSSAF ou fiscal. Voilà, c'est pas encore à ce niveau-là.
Et pour répondre à Madame le maire, en effet, un professionnel, un commissaire aux comptes, c'est bien une personne qui est enregistrée comme commissaire aux comptes et qui est certifiée commissaire aux comptes. Voilà, la différence juste, s'il y a besoin entre un expert comptable et un commissaire aux comptes, c'est que l'expert comptable, il a aussi un rôle de conseil, hein, que le commissaire aux comptes, il a un rôle de certification. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'intervenir sur votre compte de résultat ou sur votre bilan. Lui, il vient contrôler. Et à savoir que s'il y avait quelque chose vraiment de pas correct dans vos comptes, il a l'obligation, en tant que professionnel et commissaire aux comptes, de signaler cela au procureur de la République. C'est la grosse différence, on va dire, entre le commissaire aux comptes et l'expert comptable qui, l'expert aux comptes, certifie les comptes. Et le réviseur aux comptes, ça c'est une disposition statutaire, hein, qui est des personnes de l'association qui ne sont pas membres du comité directeur, qui regardent les comptes. Mais le réviseur aux comptes, on va dire que c'est pour, comment dire, vérifier, mais dans le sens que les comptes sont ouverts aux membres, vous pouvez les vérifier, puis donc on élit une ou deux personnes qui va les regarder. Mais ce n'est pas obligatoirement des professionnels de la comptabilité et ça ne remplace pas un expert comptable ou un commissaire aux comptes si vous en avez besoin. C'est pour la transparence. Merci. C'est le mot que je cherchais. Ah. Merci. On va juste finir les 4 questions avant de éventuellement répondre à peut-être d'autres qui sont apparues dans le chat. Donc, la comptabilité d'une association doit-elle être établie par un expert comptable? Alors, je crois que du coup, on a déjà plus ou moins répondu à cette question. On va laisser quand même 10 petites secondes. Et en effet, donc, eh bien non, la comptabilité d'une association n'est pas obligatoirement établie par un expert comptable, mais elle peut l'être juste par le trésorier ou de l'association. On va dire que pour les petites associations, il n'y a généralement pas besoin d'une aide extérieure, mais sur les associations qui sont un peu plus, comment dire, qui ont un peu plus d'écriture, ça peut être intéressant. Surtout si vous êtes soumis à commissaire aux comptes, parce qu'encore une fois, le commissaire aux comptes, il va vérifier votre comptabilité. Donc, si vous n'avez pas un bilan à compte de résultat correct, ça posera problème. Question suivante. Non. Je vois bien. Est-ce que vous voyez la question du coup? Voilà. Oui, c'est bon. Oui. Donc la comptabilité. Non, mais ça on l'a fait. C'est celui-là. Et non, c'était ça. Ouais. C'était celle-ci, c'était mieux. Donc la question, pardon, hein, de ce petit cafouillage, excusez-moi. La question était, l'association doit-elle respecter le plan comptable associatif? Alors nous avons 5 réponses pour l'instant, donc oui ou non. On va vous laisser quelques petites secondes. Ben, écoutez, merci de vos réponses. Et en effet, une association doit obligatoirement respecter le plan comptable associatif, comme vous l'a dit Alban tout à l'heure, depuis 2020. Alors, on va dire que le règlement a été mis à jour en 2018, 2020, mais après, ça date d'avant. Hein, mais une association doit respecter le plan comptable associatif, qui est le plan comptable général, mais avec 2-3 petites subtilités du monde associatif. Mais il y a bien une autorité des normes comptables qui définit qu'est-ce que le plan comptable d'une association. Donc, normalement, vous devez le respecter.
La question suivante était donc, quelle est la durée d'un exercice comptable? Et vous êtes pour l'instant 18 à avoir répondu. Donc là aussi, on vous laisse une petite seconde de plus. Merci, merci à tous de vos participations. Donc, la durée d'un exercice comptable est généralement, en effet, de 1 an, mais elle peut être variable à titre exceptionnel. Donc, elle peut être de moins d'1 an lorsque l'association vient d'être créée, ou parfois de plus d'1 an, 16 ou 18 mois, si vraiment il y a eu une comptabilité particulière ou un événement exceptionnel dans la comptabilité. Alban? Oui, c'est ça, comme le dit Cécile, c'est 1 an dans les cas généraux. Le code du commerce, pareil, dit que c'est 12 mois maximum. Mais après, par exemple, si vous êtes en année sportive et que vous souhaitez passer en année civile, on pourrait avoir un exercice de 16 mois à titre exceptionnel pour le passage de sportif en civil. Voilà, c'est les quelques exceptions qu'il pourrait y avoir. Mais la réponse, on va dire, générale, c'est 12 mois. Merci. Et dernière question pour cette première partie. L'association est-elle soumise à impôt? Elle est là? Non. Elle s'en va. Donc oui, non, cela dépend. Je vais laisser la parole à Alban dans une petite seconde. Je regarde parce qu'il y a beaucoup de réponses non, alors que chaque association y est assujettie aux impôts. Donc, c'est intéressant. Mais encore une fois, ça dépend de la taille. On va dire qu'il y a des petites associations où ils vont pas s'en rendre compte, mais les associations un peu plus, avec un peu plus de personnel, par exemple, on va dire que de manière générale, une association sportive, loi 1901, n'est pas soumise, par exemple, à la TVA et aux impôts commerciaux. Par contre, vu que nous ne sommes pas soumis à TVA, par exemple, on va payer la taxe sur les salaires. Maintenant, cette taxe sur les salaires, il y a au niveau associatif jusqu'à chaque année, on va dire, une exonération qui est à peu près de 23 000 €, qui fait qu'une association qui a moins de, on va dire, moins de 8-9 salariés à temps plein n'y sera jamais assujettie. Mais normalement, en tant qu'association, vous avez l'obligation, une fois par an, de faire votre déclaration de taxe sur les salaires. Ça, généralement, c'est pas trop connu, mais c'est un impôt parce que nous ne payons pas de TVA. Après, si l'association, il y a un moment où vous avez un contrôle fiscal et que l'administration fiscale dit, mais attendez, la non-lucrativité, etc., n'est pas garantie dans votre association, vous pourriez être soumis à la TVA et, comment dire, aux impôts commerciaux sur le bénéfice, etc. Donc, c'est pas impossible, mais de manière générale, normalement, à part la taxe sur les salaires, vous n'avez pas d'autres impôts à payer. Après, bien sûr, comme le dit Arnaud, s'il y a de l'immobilier, vous allez payer, bien entendu, la taxe foncière, par exemple. Merci Alban. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires juste sur ces éléments-là, hein, parce que sinon on continue sur les budgets et peut-être qu'on répondra à vos questions plus largement. Ouais. Je crois que je vais continuer. Donc la deuxième partie de ce webinaire va plus s'attacher à la construction du budget dans le but de demander une subvention au titre du PSF. Et le budget, il va être bien sûr pertinent si les prévisions financières qui seront affichées seront conformes aux prévisions de l'activité et qu'aucune dépense n'aura été oubliée et qu'aucune recette n'aura été surestimée, bien sûr.
Donc, à partir de quel document on va construire son budget pour demander une subvention PSF? Donc, tout d'abord, à partir de son projet associatif, c'est un document qui va être joint à votre dossier PSF, qui est un outil qui va constituer votre feuille de route, qui va traduire généralement votre vision de l'association à moyen et à court terme, qui va établir les missions de votre association, c'est-à-dire ce que vous souhaitez mettre en œuvre, et peut-être les valeurs communes que vous portez, qui sont portées par votre association. Ces éléments vont vous permettre de dégager les grands objectifs de votre association et d'en définir donc par la suite des actions concrètes sur lesquelles peut-être vous allez demander du PSF ou tout autre type de subvention. Donc, en complément bien sûr au projet associatif, pour préparer votre budget, vous aurez aussi besoin des comptes des années précédentes qui vont vous permettre d'évaluer les possibilités d'engagement financière notamment. Et donc, vous aurez également besoin des éléments de ressources et de dépenses prévisibles. Donc, les ressources sont donc les recettes, notamment les cotisations, et puis les dépenses, notamment les salaires, mais bien sûr pas que ça, tout ce qui est achat que nous verrons un petit peu plus loin dans le compte de résultat et le budget prévisionnel. Pour préparer votre budget PSF, dans le cadre du PSF, vous avez également besoin du projet fédéral et des orientations qui sont portées par la fédération, que vous connaissez tous, et puis des orientations de l'Agence nationale du sport, donc de l'ANS, que nous avons pas encore reçues pour le PSF 2024, mais qui seront traduites dans la note d'orientation qui sera transmise avec le dossier PSF. Et donc, c'est bien à partir de ces éléments que vous allez pouvoir construire vos budgets. Tout d'abord, comme je l'ai dit sur cette diapo, vous avez besoin d'avoir les ressources et les dépenses prévisibles. Vous allez vous baser sur celles de l'année dernière. Donc, sur le compte de résultat de l'année N-1, qui aura indiqué l'activité de votre association et son résultat, qui sera donc écrit sur 12 mois, on l'a vu tout à l'heure, et qui va récapituler les charges et les produits sur une année. Ce compte de résultat, là aussi, on l'a dit tout à l'heure, il sera présenté en assemblée générale et validé par celle-ci, et il va établir un résultat. Donc, ce résultat pourra être excédentaire s'il y a plus de recettes que de dépenses, ou déficitaire à l'inverse, si bien sûr les dépenses sont plus importantes que les recettes. Le résultat de ce compte de résultat sera reporté au bilan et donc il rentrera dans le patrimoine de l'association. Donc ce compte de résultat, il sera donc approuvé en AG et il devrait apparaître dans le PV de l'Assemblée générale. Dans ce compte de résultat, en général, on a 2 colonnes. Donc le compte de résultat va suivre le plan comptable associatif. Nous aurons 2 colonnes, une colonne des produits, donc des recettes, avec des produits d'exploitation qui vont répondre aux recettes que l'association fait par son activité, des produits financiers qui correspondent plus à des placements de fonds de l'association, et enfin, parfois, pas obligatoirement, des produits exceptionnels qui vont correspondre à des éléments qui sont non prévus initialement dans l'activité de l'association. Et puis, le pendant des dépenses, donc du compte de charge, ce sera le compte de produits, donc les recettes de l'association, qui vont être, j'ai dit les produits au départ, pardon. Donc là, on est sur les charges, des charges d'exploitation, des charges financières et des charges exceptionnelles, qui constitueront les dépenses de la structure.
Donc, comme indiqué, le compte de résultat, ce n'est pas un relevé de compte. On l'a parfois dans les dossiers PSF, et ce n'est pas non plus un journal. Donc, les documents que vous allez nous transmettre dans le cadre du dossier PSF, ce ne sera pas un relevé de compte bancaire. Alors, il y a un deuxième élément comptable qui va vous permettre d'établir votre budget prévisionnel, c'est le bilan comptable. Alors, le bilan comptable, à l'inverse du compte de résultat, c'est une photographie à un instant T qui va être établie lors de l'assemblée générale, mais qui est établie dès la création de l'association et qui va décrire l'état et la répartition du patrimoine de la situation ainsi que sa situation financière. Ce bilan comptable est aussi voté en assemblée générale et il est présenté en équilibre, c'est-à-dire l'actif, l'emploi des ressources et le passif, l'origine des ressources, sont en équilibre. Alors l'actif, pour être un tout petit peu plus concret, c'est ce que possède votre association. Et puis le passif, c'est ce qu'elle doit, plutôt du côté des dettes. Est-ce que Alban, tu veux dire quelque chose de plus sur le bilan? Pas du tout. Non, bon, c'est ce que vous avez dit, hein, c'est vraiment une image à l'instant T. En voyant quelque part ce bilan, on voit quelque part l'association, ce qu'elle possède. On voit vos disponibilités, c'est-à-dire combien vous avez d'argent à une date précise. Pareil, hein, je prends souvent cet exemple-là, mais si j'ai pas payé mes factures, je vais avoir une grande disponibilité de trésorerie, mais j'aurai dans mes dettes, j'aurai beaucoup de sommes. Vous voyez, donc après c'est une analyse document au niveau des financeurs qui verront si vous gérez bien ou pas. Mais c'est un document vraiment à l'instant T. Alors, sans que nous soyons des experts comptables, le compte de résultat, c'est vraiment les recettes et les dépenses. Le bilan, c'est ce que vous avez dans votre association. Donc, parfois, si c'est une petite association, il y a pas forcément beaucoup d'éléments. On a peut-être au moins, normalement, le résultat de l'année précédente et puis les fonds de réserve ou les disponibilités. Les disponibilités. Mais en tout cas, l'actif doit être égal au passif. C'est-à-dire que le compte de résultat n'est pas comment dire équilibré. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un déficit, un bénéfice, être excédentaire ou autre. Par contre, le bilan, lui, l'actif est toujours égal au passif. Il doit être équilibré. Parce que souvent, on peut le voir aussi, des bilans qui sont pas équilibrés. Ce n'est pas possible. Donc, à partir de ce compte de résultat et de ce bilan comptable, plus votre projet associatif, vous allez pouvoir établir le budget prévisionnel de l'année N+1. Donc, le budget prévisionnel, il va être établi par le trésorier. Il va lui aussi être présenté en AG, mais comme il est prévisionnel, il pourra être modifié, donc il ne sera pas forcément validé par l'Assemblée générale. Ce budget prévisionnel, il est donc un état de prévisionnel des recettes et des dépenses qui vont être par l'association et qui va refléter un peu les objectifs que l'association s'est fixés. Évidemment, comme le compte de résultat, il doit être établi selon le plan comptable associatif. Donc, on a là aussi deux colonnes, une colonne recettes et une colonne dépenses. La colonne des recettes, ça va être la classe 7, et puis la colonne dépenses, ça va être la classe 6. Dans les comptes de produits, donc les recettes, on a en général au moins les cotisations et les licences qui sont versées par vos adhérents. On a également un compte subvention, puisque oui, on aura au moins une demande de PSF si vous constituez un dossier. Et puis, nous pouvons avoir des produits de manifestation que vous aurez organisés, des dons qu'on vous aura donnés, ou des produits financiers si vous avez un compte en banque. Dans la colonne dépenses, qui est donc la classe 6, généralement, nous retrouvons
les achats, donc ça peut être de l'achat de matériel ou de l'achat de denrées alimentaires sur des manifestations ou tout type d'achat de toute façon, des services extérieurs, autres, des impôts si vous êtes soumis à impôts, des charges de personnel, donc les salaires et toutes les charges qui vont avec, et puis des autres charges qu'on n'a pas classées dans les charges précédentes. Dans ce budget prévisionnel, vous avez aussi une obligation d'ajouter les contributions volontaires en nature. Donc, c'est en général indiqué en bas du budget prévisionnel. Cette partie-là, elle doit être forcément en équilibre, c'est-à-dire la colonne recettes et la colonne dépenses charges sont les mêmes et elles correspondent à la valorisation du bénévolat, c'est-à-dire la participation gratuite au fonctionnement ou à l'animation de l'association. Cette partie-là, elle est obligatoire depuis 2020 et elle peut être de 3 natures différentes, donc des dons en nature, des prestations en nature ou bien sûr du bénévolat, c'est-à-dire du temps de personnes qui vont animer ou faire fonctionner l'association. Juste, je vais, parce qu'il y a déjà la question quel est le taux du bénévolat, on savait qu'elle allait, on l'avait préparée celle-là, qu'elle allait arriver. En fait, il n'y a pas de taux qu'on peut vous dire maintenant. Nous, par exemple, à la Fédération Sport pour tous, on dit qu'un bénévole, quelque part, qui fait 1 heure de bénévolat, on dit que chargé, ça nous reviendrait à 25 €. Voilà. Après, c'est à vous de définir le montant. Donc, on connaît le SMIC avec les charges, etc. Et selon la compétence ou autre, parce qu'il y a plusieurs manières de faire. Nous, ce qu'on fait, c'est que on dit c'est 25 € pour tout le monde. Après, on pourrait s'amuser à dire, un a plus de compétences que l'autre, donc il coûte plus cher, etc. C'est possible. Ce qu'il faut, c'est que vous, en tout cas, vous puissiez, en cas de contrôle ou autre, expliquer facilement et démontrer facilement votre calcul. Donc, vous pouvez demander, par exemple, pour le bénévolat, une feuille annuelle de vos bénévoles en mettant le nombre d'heures qu'il a fait avec une déclaration quelque part sur l'honneur et que vous valorisez à un montant 20, 25 €, 30 €. Voilà. Après, au niveau de la prestation en nature, ça peut être, par exemple, j'ai la salle communale gratuite pour mes animations sportives. Tous les mercredis, j'ai 2 heures de location de salle. Soit le maire vous dit, normalement, le gymnase, on le loue, je sais pas moi, 100 € de l'heure. Donc là, vous avez le montant facilement. Mais parfois, la mairie ne loue jamais le gymnase et vous ne savez pas combien ça coûterait. Vous regardez la commune d'à côté s'ils font une location. Puis, s'ils en font pas, vous dites potentiellement que ça coûte 30 € de l'heure le gymnase. Mais encore une fois, il faut que vous ayez un élément de calcul qui dit voilà, vous l'avez valorisé à 30 € de l'heure, la location du gymnase que vous ne payez pas, fois tant d'heures à l'année, ça vous donne un montant. Et le don en nature, c'est par exemple un bénévole qui ne se fait pas rembourser ses notes de frais, il choisit de ne pas se faire rembourser ses notes de frais, ça pourrait être un don, voilà. Ou ça peut être aussi ça peut être par exemple quelqu'un qui vous donne du matériel sportif, ça peut être une entreprise qui vous fait des dons pour le loto annuel que vous faites ou autre. Voilà, ça peut être beaucoup de choses, Mais encore une fois, c'est une obligation depuis l'ANC 2018, donc applicable depuis 2020. Il faut simplement que vous ayez de quoi démontrer ce que vous mettez dans ces colonnes-là. Et en effet, les contributions volontaires en nature sont dans le budget prévisionnel, mais elles apparaissent aussi dans le compte de résultat. Alors, elles apparaissent en classe 8 dans le compte de résultat, mais ça ne compte pas dans le compte de résultat. C'est-à-dire que on va dire que la classe 8, c'est presque une annexe. Ça veut dire que ça n'a aucune, au niveau de votre résultat, etc., ça ne compte pas. Et de toute façon, ça doit être équilibré. Ce que vous aurez en dépenses
dans les contributions volontaires en nature, vous l'aurez en résultat. C'est une opération blanche, comme est dit Gilbert, mais qui de toute façon, dans le compte de... C'est une annexe, on va dire, au compte de résultat, la classe suite. Merci. Peut-être on regardera s'il y a des questions un petit peu après. Je vais juste passer la parole à Isabelle pour être un petit peu plus spécifique sur. Donc là, on a vu le budget prévisionnel de l'association, et puis là, elle va nous parler du budget prévisionnel des actions. Effectivement, pour lier ça donc à des actions et à des demandes de subventions dans le cadre de vos projets, et toujours dans cette thématique du prévisionnel, Cécile a dit quelque chose d'important tout à l'heure dans la construction du budget prévisionnel de la structure, c'est d'anticiper et de bien rendre lisible votre demande de financement, en tout cas vos demandes de subvention, même si souvent on a eu comme retour que le budget n'a pas été, l'AG n'a pas eu lieu, que le budget n'a pas encore été voté. Comme l'a dit Cécile, c'est un prévisionnel, donc on anticipe, on le fait, on le rend lisible, donc on le met bien dans son action. C'est ce qui va lier en fait la structure au projet. Alors, dans le cadre d'une demande de subvention, on va également devoir se projeter et rendre visible un prévisionnel lié cette fois-ci à l'action. Donc, un des éléments incontournables à prendre en compte, c'est que le budget prévisionnel de l'action est différent du budget prévisionnel de la structure. Car il nous est arrivé d'avoir, dans le cadre de la demande de subvention PSF, dans cette rubrique budget prévisionnel de l'action, le budget de l'association, le prévisionnel de l'association. Donc là, il faut faire attention parce que ça renvoie quoi comme image? Ça renvoie que on demande un financement du coup une subvention plutôt liée au fonctionnement. Pour cela, il existe d'autres financements, d'autres sources pour financer sa structure, son fonctionnement au quotidien. Donc là, et il va falloir donc voilà prendre en compte cette vigilance-là. On est sur de l'action. Effectivement, c'est la même structuration, ce sont les mêmes lignes, mais propres à l'action que vous allez demander. Une autre vigilance à prendre en compte, c'est ce seuil de 50%. Donc la demande de subvention dans le cadre du PSF ne peut pas excéder 50%, ne peut pas être au-delà de 50% du coût total de votre action. Pourquoi? Donc là aussi, ça renvoie quoi? Que la faisabilité de votre action ne repose uniquement que sur cette aide PSF. Et du coup, met en péril la réalisation de votre action si vous n'avez pas cette aide-là. Une action est souvent cofinancée, construite avec d'autres demandes de subventions, donc plutôt territoriales, avec les municipalités, les projets sportifs territoriaux ou d'autres aides aussi, et aussi avec des fonds propres. Donc, c'est important d'équilibrer dans votre prévisionnel cette partie-là au moment de la réalisation de votre demande de subvention. Concernant toujours la construction de votre action dans le cadre du projet sportif fédéral, il y a un document qui s'appelle donc la note ou la notice explicative du budget, qui est bien une aide à la lecture de votre budget qui va donner aux commissions. Donc, pour rappel, une demande de subvention est étudiée à 2 niveaux. Donc, tout d'abord au niveau régional par une commission représentatifs de différents échelons, avec un représentant club, un représentant comité départemental, représentant comité régional et un représentant du national, pour pouvoir vraiment avoir cette représentativité, comme disait tout à l'heure Alban, transparent et éthique, qui va étudier l'ensemble des dossiers, puis une commission nationale qui est réunie pour pouvoir valider les attributions. Alors, pour aller et comprendre votre action et le budget prévisionnel, cette notice va apporter des éléments complémentaires. Ça peut être on parlait tout à l'heure du taux de valorisation du bénévolat. Là, ici, ça peut être aussi le
taux donc associés au salaire des intervenants, qu'est-ce qu'il y a derrière les achats de matériel, qu'est-ce qu'il y a derrière la ligne communication, est-ce que c'est les flyers, est-ce que c'est le site, est-ce que c'est un prestataire externe, comment est calculé les frais de déplacement également. Donc c'est vraiment en fait pour nous aider, pour aider les commissions à mieux comprendre, à mieux lire ce qu'il y a derrière vos actions et surtout à pouvoir mieux attribuer et financer vos demandes de subvention. Donc c'est vraiment un outil d'aide à la lecture des actions. Alors, donc, à chaque fois qu'il y a demande ou attribution d'une subvention, il y a parallèlement, ou en tout cas pas très loin, le compte-rendu financier. Différents éléments à vous partager aujourd'hui concernant le compte-rendu financier. Donc, il s'agit d'argent public. Donc, forcément, pour tout financement public, il y a des comptes à rendre au niveau de l'État. Donc, concrètement, comment ça se passe? Ce compte-rendu financier, au même titre que la demande de subvention PSF, maintenant se font directement via votre compte asso, donc en ligne sur la plateforme le compte asso, qui est maintenant le guichet unique administratif de toute association. Sur ce compte asso, donc vous avez une rubrique dédiée aux demandes de subvention et une rubrique dédiée au compte-rendu financier. Ce compte-rendu financier, donc, se fait dans les 6 mois qui suivent la clôture des comptes et souvent avant le 30 juin. Ça, c'est dans le chemin, on va dire, classique. Dans le chemin où vous demandez, où vous souhaitez renouveler une demande de subvention, ce compte-rendu financier est un document obligatoire à joindre au moment d'un nouveau dépôt de demande de subvention. Donc, dans ce cas-là, il est à réaliser au moment, ou en tout cas avant la date de clôture du compte asso, donc de la campagne fédérale. Ce calendrier est communiqué dans la note d'orientation dans laquelle faisait figure tout à l'heure Cécile, et aussi dans toutes les communications webinaires auprès de vos référents PSF, auprès de vos comités régionaux. En tout cas, vous aurez l'information de ce calendrier. Donc, 2 voies possibles. Si vous redemandez du PSF, il faudra dans tous les cas justifier de vos actions N-1 au moment de la clôture du compte asso. Et si vous ne redemandez pas du PSF, dans tous les cas, il faudra quand même rendre compte du financement que vous avez eu en N-1 avant le 30 juin de l'année qui suit. Alors, pourquoi un compte-rendu financier? Donc, c'est pour prouver que les dépenses sont conformes à l'objet de la subvention, en lien avec les orientations, comme disait Cécile tout à l'heure, et de la note de service de l'Agence nationale du sport, et en lien avec les actions prioritaires du projet sportif fédéral. Un compte-rendu est renseigné pour chaque action financée. Donc, comme vous savez, un club, un comité peut déposer plusieurs actions financées dans un dossier unique. Mais en tout cas, il faut justifier chaque action et pas seulement le dossier en général. Ce qui est important à souligner, c'est que, comme on disait, ces fonds publics donc sont versés directement du compte de l'agence vers les comptes des structures, mais le chemin inverse est possible aussi. Donc, l'agence nationale peut redemander des reversements si les comptes rendus ne sont pas justifiés. Mais aussi depuis donc là actuellement l'agence a traité les comptes rendus financiers de 2020 et sont en train d'étudier les comptes rendus financiers de 2021 et 2022, donc avec du retard par rapport au tout le contexte sanitaire, etc., que vous connaissez déjà. Mais en tout cas, ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a un décret qui est sorti au mois de mars de 2023 qui donc rend les demandes de reversement possibles à partir du seuil déjà de 50 €. Donc toute action qui n'a pas eu lieu, qui n'est pas justifiée ou qui soulève une incohérence selon l'Agence nationale du sport, ils ont un algorithme automatique qui permet de comparer ce que vous avez demandé, ce que vous avez reçu, ce que vous avez justifié. Et si des incohérences ressortent auprès de l'agence, ils ont la possibilité maintenant de faire une demande de reversement à partir du seuil de 50 €. Donc, c'est des vigilances qu'on souhaitait vous partager
parce que forcément il y a ce regard-là, cette conformité, enfin tous ces éléments qui sont aussi garants au même titre que la fédération de notre engagement, de notre sincérité auprès de l'Agence nationale du sport, mais aussi de l'image fédérale. Donc nous on est là pour vous accompagner. On sait que la transition sur le compte asso n'a pas été tout de suite évidente, mais vos référents aussi territoriaux sont là, donc n'hésitez pas à les solliciter pour vous accompagner dans cette démarche. À savoir que pour les actions qui ont été financées en 2023, depuis début janvier, donc depuis la semaine dernière, vous avez accès à votre compte asso, donc c'est ouvert pour pouvoir commencer à justifier des actions et des financements que vous avez eus en 2023. Donc n'hésitez pas à les regarder, à aller voir comment vous pouvez faire et à revenir vers nous et vers vos référents pour pouvoir vous accompagner si vous rencontrez des difficultés pour pouvoir justifier de vos comptes rendus financiers. Et vous aurez effectivement jusqu'au 30 juin 2024 pour justifier de la subvention PSF qui a été attribuée en 2023. Tout à fait. Merci Isabelle. On passe rapidement au deuxième petit sondage. Avant de finir, oula, oui, il faut qu'on se dépêche. Alors, ça on a fait. On va partir là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez là le sondage. La question étant certaines opérations peuvent-elles ne pas être enregistrées dans le plan comptable associatif? Ou peuvent ne pas être enregistrées dans le plan comptable associatif, pardon. Donc, est-ce qu'une recette ou une dépense peut ne pas être enregistrée, en gros? On va essayer d'accélérer un peu. Donc, en effet, la réponse est bien faux. Toutes les recettes et les dépenses, tout ce qui peut se passer au niveau financier dans votre association doit bien être enregistré par le plan comptable via le compte de résultat de votre association. Alban, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Bon, non, bah là, tout doit être renseigné, y compris si vous avez un bar ou autre, les paiements en espèces, etc. Souvent, ça, parfois, ce n'est pas mis, mais vous devez vraiment enregistrer toutes les dépenses et toutes les recettes sans aucune exception. Merci. Alors, question suivante. Est-ce qu'il est autorisé de reverser une subvention publique à une autre association? Là, on voit les dirigeants associatifs qui ne veulent pas reverser à quelqu'un d'autre. Et ils ont bien raison. Donc, en effet, une subvention n'a pas à être versée à une autre association. On peut, par exemple, acheter du matériel grâce à une subvention et la mettre à disposition d'une association, mais pas reverser directement des fonds, bien sûr. Alban, je te laisse rajouter si tu veux ajouter. Non, là, il n'y a pas de... Rien à rajouter. Tu as tout dit. Question supplémentaire. Une association... Non, toutes les associations ont-elles droit à des subventions? En gros, une subvention est-elle un droit? On arrive bientôt au 50-50.
Je te laisse répondre, Alban. Eh ben, c'est comme tu as dit un peu la réponse juste avant, hein, tu as dit que c'était un droit, mais c'est pas un devoir. Donc en fait, C'est ça. toutes les associations ont le droit à des subventions à condition de respecter comment dire, les conditions et les obligations pour recevoir une subvention. Donc on peut dire que oui, tout le monde peut y avoir le droit à condition de respecter la réglementation applicable. Tout le monde peut demander du PSF, mais tout le monde n'aura pas forcément, malheureusement, du PSF. Je crois qu'il nous reste une question. Ah non, on a déjà fait ça, non? Non. Mais ça n'a rien à voir avec le truc. Je pense que c'était le premier, dans le premier sondage. Mais tant pis, est-ce qu'on doit faire approuver tous les documents lors de l'AG? Tous les documents comptables, hein, on entendait, bien sûr. Donc, c'est-à-dire compte de résultat, bilan, budget prévisionnel, rapport du trésorier de l'association. Alban, c'est comme tu veux. Oui, bah donc il faut faire approuver les documents. Après, bien entendu, ça peut être un vote groupé, mais en tout cas, généralement, on vote le rapport du trésorier qui comprend le bilan et le compte de résultat, et on fait un vote différent pour le budget prévisionnel. Mais après, ça pourrait. Souvent au moins présenté. C'est ça. Ah, si, celle-ci, peut-être. Une dernière question. Une subvention obtenue mais non utilisée pourra-t-elle être réutilisée l'année suivante? Donc là, Isabelle a aussi répondu. Dans le cadre du PSF, en tout cas, parce que cela peut varier d'un type de subvention à l'autre. Alors effectivement, la réponse est non. Ça a été permis dans le cadre du contexte sanitaire particulier, un report de subvention d'une année à l'année suivante. Mais donc du coup, depuis plus d'un an, l'Agence nationale du sport a réaffirmé la règle qu'une subvention ne pouvait pas être reportée sur une année suivante. Par contre, une subvention peut être reportée la même année sur une autre action si l'action initiale que vous aviez prévue n'a pas pu avoir lieu avec l'accord de la fédération, puisqu'il faut quand même que la nouvelle action qui a été mise en place soit en accord avec la note d'orientation fédérale et les priorités du projet fédéral. Mais en tout cas, d'une année à une autre, ce n'est plus possible. Merci Isabelle, merci à tous merci Alban, pardon, merci de votre participation. On va passer à la troisième partie de la présentation, avant qu'il ne soit déjà l'heure. En vous rappelant quelques grands principes et quelques erreurs qui pourront être évitées. Alban. Oui. Donc, comme vous le voyez à l'écran, hein, donc régularité, sincérité, image fidèle, prudence, cohérence. On va dire que c'est les mots qui peuvent définir les grands principes. Alors, tu peux peut-être passer. Il n'y a pas d'erreur. Non, oui, c'est ça. Non, C'est j'étais en train de. ouais. Pardon. Donc voilà. Après, toutes les associations doivent avoir une comptabilité. Maintenant, vous pouvez utiliser un logiciel comptable. Ça peut. Vous avez des petits logiciels maintenant qui sont à des soit gratuits, mais bon, ça, il faut s'en méfier un petit peu des fois, ou soit des tarifs très compétitifs. Hein. Vous pouvez utiliser Sage, il y a Ciel, il y a EBP, il y a beaucoup de choses. Après, encore une fois, si vous avez une dizaine d'écritures par an, on va dire que le Excel peut encore
comment dire, fonctionner. Mais après, voilà, vous pouvez, pour vous aider, vous, à établir un bilan et un compte de résultats conforme, utiliser un petit logiciel comptable qui peut très bien faire l'affaire. Vous en avez à foison sur le net. À savoir que les GDOS et les CROS parfois proposent aussi des logiciels. Donc, vous pouvez leur demander. Nous, à la fédération, pour le moment, on n'a pas de logiciel à vous, comment dire, à vous proposer. Maintenant, on aime bien, en tout cas sur nos comités, utiliser un logiciel qui fait aussi bien la facturation que la comptabilité, qui est Sage 50, qui est un logiciel qui doit coûter entre, je crois, c'est 25 € par mois, mais qui vous permet d'être en parfaite, on va dire, de respecter parfaitement le plan comptable, aussi bien au niveau comptabilité que facturation, si vous devez émettre des factures. Mais les grands principes, c'est ça, c'est ayez en tout cas de quoi justifier facilement les demandes de subvention que vous faites en cas de contrôle. Parce que c'est déclaratif. Hein. Par contre, s'il y a un contrôle, on va devoir vérifier ce que vous avez déclaré. Et si c'est pas en cohérence, pour le coup, c'est là que les ennuis peuvent commencer en tant que dirigeant associatif. Donc voilà, essayez en tout cas, d'avoir des documents qui permettent de prouver votre comptabilité sereinement. Merci Alban. Pour terminer, alors toujours dans ces grands principes, dans le cheminement de l'étude d'une demande de subvention PSF, en tout cas, je vous disais tout à l'heure que le dossier passe en commission régionale et nationale, mais avant de passer en commission, il est étudié, on va dire, administrativement parlant. En tout cas, son éligibilité concernant des pièces obligatoires est étudiée en amont, ce qui va permettre le passage ou pas de ce dossier en commission par la suite. Donc, Cécile parlait tout à l'heure de documents, en tout cas de projets importants d'avoir sous le coude pour pouvoir préparer sa demande de subvention. Il y a dans ce cadre-là des pièces qui sont obligatoires et qui seront demandées dans le compte asso et qui sont liées au fait de demander une subvention publique. On disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a un droit de voir? En tout cas, c'est lié à des documents justificatifs obligatoires, dont le projet associatif, etc. Mais en tout cas, ce qui nous concerne, nous, au niveau comptable, on va avoir besoin donc d'avoir les comptes approuvés en AG avec le PV signé et donc certifié par le CAC dans les cas cités tout à l'heure par Alban. Et outre ces pièces obligatoires, les membres des commissions ont un regard et une vigilance particulière, comme je disais tout à l'heure, à des éléments de cohérence, de lecture, d'aide à la lecture, en tout cas qui vont faire foi et permettre de mieux comprendre le projet et de voir dans quel cadre il s'insère dans votre structure globale. Donc ces éléments-là, on peut parler des fonds de roulement, des fonds dédiés, etc., sont vraiment des choses qui sont discutées lors des commissions. Et on a aussi, voilà, c'est cette vigilance-là de se dire, on demande une subvention dans le cadre du développement, en tout cas dans le cadre du PSF, si on en a aussi besoin. Effectivement, on réinterroge des fois certaines structures qui peuvent en tout cas financer ou autofinancer certaines actions. C'est aussi la dimension solidaire de laisser aussi ceux qui en ont le plus besoin en faire la demande. merci. On va terminer par un ou deux exemples. Je ne sais pas si vous voyez bien de budget que nous avons pu avoir dans vos dossiers de l'année dernière. Donc, dans ce budget-là, qui est un budget prévisionnel 2023, donc on a bien les charges et les produits. Par contre, comme vous le voyez, on n'a pas du tout d'indication sur la demande PSF. Donc, nous, à partir du moment où dans le budget prévisionnel qu'on nous propose, il n'y a pas de demande, on va pas proposer d'attribution de subvention, même s'il y a il y a eu des budgets d'action à côté dans lequel il y avait une demande. Ça n'aura pas de sens si dans le budget prévu de l'association, il n'y en a pas. Vous voyez aussi sur cet exemple-là, c'est pas fictif, hein, c'est un vrai budget, des charges, il me semble, qui ne doivent pas, on voit pas très bien,
qui ne sont pas en équilibre par rapport aux recettes. Donc, on a 29 000 de charges, je crois, et 30 000 de recettes. Donc là, faites attention quand vous faites votre budget, il faut bien que les deux soient en équilibre, que les recettes correspondent aux charges. Et enfin, le pourcentage de subvention. Alors là, c'est le budget de l'association, mais attention qu'il ne doit pas être supérieur à 50%. Donc là, quand on regarde, en fait, on n'a que deux types de recettes, des prestations de services, je crois, non, ça c'est des subventions, ouais, que de la subvention là, non, et des cotisations. On a 11 000 euros de cotisation, 18 000 euros de subvention, ce qui est bien supérieur euh, au, au total à la moitié, plus de la moitié des recettes. Deuxième exemple rapide, c'est un peu moins important, mais tout de même. Donc là, on a un budget prévisionnel où il n'y a pas d'indication de date. Donc ça peut être celui de 2022, 2021, 2023, on ne sait pas trop en fait. Et de même, dans ce bilan, on a un exercice 2020-2021. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, le bilan, c'est à une date T qui existe depuis la création de l'association. Donc il n'est pas sur une annualité, sur un temps, une année comptable en tout cas. Ici, on doit avoir, je sais pas si nous on voit pas très bien, mais des fonds de réserve qui vont être regardés dans le cadre de l'étude des subventions, comme l'a dit Isabelle. Et c'est vrai que si on a des budgets, des demandes PSF qui sont sur des structures qui ont des fonds de réserve très importantes, sans qu'il n'y ait de salariés ou sans qu'il y ait de dépenses qui vont arriver et que l'on nous explique. On se pose des questions quant à l'attribution d'une subvention supplémentaire parce que les associations n'ont pas vocation à garder des fonds de réserve très importants. Voilà. Alors, tu veux rajouter quelque chose sur les fonds de réserve? Pas forcément. Les fonds de réserve, encore une fois, c'est vous devez poser la question. Un exemple pour les subventions, si vous demandez chaque année 3 000 euros de subvention, mais que chaque année vous avez 20 000 euros de bénéfices et que vous mettez tout en fonds de réserve, les financeurs à la fin ils vont regarder, ils vont se dire oui, mais ils nous demandent 3 000 euros pour faire un projet, ils ont 20 000 euros tous les ans qu'ils mettent de côté pour rien en faire. Donc ça aussi à prendre en compte. Parce que nous, au niveau, en tout cas du PSF, on va quand même regarder ce détail-là. C'est-à-dire que vous devez utiliser l'argent pour faire des actions et pas pour faire pas pour faire des fonds de réserve. Les fonds de réserve, quand même, il en faut dans une association, surtout si vous avez du personnel, hein, parce que il peut arriver quoi que ce soit. Mais généralement, on dit entre 6 mois et 1 an de frais de personnel, c'est le maximum. Donc faut avoir le juste équilibre. Merci. Dernier petit exemple qui nous pose là aussi souvent en question et qui nous ennuie bien dans les attributions de subventions ou en tout cas dans les comptes rendus financiers. Comme vous le voyez ici ou comme vous le voyez de loin, nous avons une colonne prévisionnelle sur la gauche au niveau des charges et au niveau des recettes qui est identique à la réalisation avec les mêmes chiffres exactement. Et du coup, on se dit que ça nous pose un peu question dans ce genre de dossier puisque on a quand même rarement des réalisations qui sont identiques aux prévisions dans les dépenses comme dans les recettes en général. Donc ça, c'est des comptes rendus qui ne vont plus passer cette année, surtout avec les contrôles de l'ANS qui sont beaucoup plus pointilleux, voilà. Merci. Oui, et en commission PSF, faut être tout à fait honnête, quand on voit ça, on peut quand même se dire qu'on se fiche un peu de nous quelque part, et comme le dit Cécile aujourd'hui, ça ne passera pas, ça ne passera plus, et ça n'aurait pas dû quelque part à un moment passé. Ou alors les personnes sont vraiment très à droite de leur budget prévisionnel, mais voilà, ce n'est pas acceptable. Là, c'est un copier-coller qui a été fait, et ça, ça passera absolument plus.
Merci Alban pour pour ce complément. Avant de clore ce webinaire, nous avons deux questions. Alors, une question sur si nous sommes en première année d'activité, qu'est-ce que nous devons fournir? Alors, pour les demandes de PSF, il nous faudra obligatoirement un compte de résultat et un bilan. Du coup, même si vous n'avez pas une année d'existence, il faudra au moins que vous clôturez vos comptes et que vous les fassiez valider en assemblée générale pour pouvoir nous les fournir. Et puis, la deuxième question, Alban, sponsor ou mécénat, est-ce un don en nature? Je te laisse répondre, Alban. Alors, non. En fait, c'est pas un don nature. Le mécénat, il va pouvoir la différence, parce que c'est toujours un peu le don. L'association reçoit un don, donc le don, il va être dans les recettes de l'association. Un don, il n'y a pas de contrepartie. Ça veut dire que si je donne 100 € à la fédération Sport pour tous, la fédération, si elle respecte les critères des impôts, pourra émettre un reçu fiscal qui dira que M. Moutier a donné 100 € et donc je pourrai déduire une partie sur ma feuille d'impôt. Là, c'est un don, il n'y a pas de contrepartie. Après, le mécénat, c'est à peu près la même chose pour une entreprise qui, en fait, elle va vous donner de l'argent ou mettre à disposition, par exemple, quelqu'un de son entreprise, un salarié. Donc vous, ça va être dans votre contribution volontaire en nature, parce que vous ne recevez rien de financier ou autre, mais vous recevez, par exemple, du personnel, du mécénat. Par contre, là, vous pourrez émettre un reçu fiscal à l'entreprise qui, elle, va déduire de son impôt, de son impôt sur les entreprises. Donc, c'est la différence entre le don, où là, vous recevez vraiment de l'argent, et le mécénat, ça va être, vous ne recevez pas d'argent, vous recevez quelqu'un. Et donc là, c'est un don en nature. Merci Alban. Peut-être deux dernières questions avant de clôturer ce webinaire. Envoyer les factures d'achat? Non, 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 bien sûr que non. Sinon, nous n'allons pas pouvoir nous en sortir. Par contre, vous devez les avoir à disposition si vous avez un contrôle et si on vous demande quelque chose de spécifique là-dessus. Et y a-t-il un montant à respecter pour avoir une trésorerie saine, même si on a un compte épargne? Alors, il y a la trésorerie. La trésorerie, c'est un élément fondamental des associations. Une trésorerie, la question, c'est qu'est-ce qu'une trésorerie saine? Je veux dire, c'est une trésorerie qui vous permet de payer vos charges sans attendre et sans être à découvert. Après, il n'y a pas de montant à respecter. Là, c'est assez propre à chaque association. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Sylvie, mais voilà, il n'y a pas de montant, ça dépend. Là, c'est chaque association qui est différente. Je ne sais pas effectivement si nous avons répondu plus ou moins à toutes les questions. De toute façon, s'il y a certaines questions que nous avons oubliées, notamment les premières parce qu'il y en avait beaucoup, nous essaierons d'y répondre dans le chat. Envoyer nos contacts, sinon juste après. Et puis peut-être effectivement nous les reposer en contact. Donc les questions. Donc, voilà. Nous vous remercions pour votre participation et nous vous invitons, comme l'a dit Isabelle, au prochain webinaire qui aura lieu le 11 mars sur toutes les questions liées au PSF. Nous reviendrons peut-être pas trop sur les budgets du coup. Oui, mais en tout cas, on espère vous avoir donné quelques astuces et vigilance pour vous aider dans la construction de votre réflexion et de votre démarche dans le cadre d'une demande de subvention. Voilà, 1 heure, c'était court pour en tout cas aller plus dans le détail. On voulait vraiment avoir un large panel d'astuces à vous partager. En tout cas, on reste disponible, comme on disait,
et n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de vos référents territoriaux qui pourront vous accompagner au mieux à construire vos budgets et à faire vos demandes de subventions. Et vous recevrez le replay, le lien pour le replay de ce webinaire avec, comme disait Cécile, vos adresses mail avec lesquelles vous vous êtes inscrits dans le cadre de ce webinaire. On vous souhaite une agréable soirée. Et là, alors, j'ai une dernière question. La note de cadrage sera disponible très prochainement. Voilà, très prochainement, toute la communication autour du PSF En février. En février. On attend la validation de l'agence notamment. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Merci Alban pour ta Isabelle. participation. Merci Cécile. Et à bientôt. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.